Grosse journée devant nous, bien remplie. Nous allons essayer de commencer le plus fidèlement possible, même s'il y a encore des gens qui arrivent, qui se sont annoncés et qui ne sont pas arrivés. Mais nous commençons parce que nous sommes déjà nombreux. Alors, je me présente, Elisabeth Garand, du Centre Justice et Foi, directrice du Centre et de la Revue Relations. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette journée d'études. Vous avez été très nombreux à vous inscrire, bien au-delà de ce que nous avions prévu au moment de préparer cet événement. L'activité était complète il y a déjà plusieurs jours. On a dû refuser des gens, faire prendre des gens à la porte qui pensaient pouvoir peut-être entrer ce matin. Alors, définitivement, c'est une question qui intéresse. L'annonce de l'événement a, elle aussi, été consultée comme aucune autre de nos activités sur Internet. Le choix de proposer cette réflexion a aussi fait jaser, souvent bien, mais aussi en moins bien. Le CJF, le Centre Justice et Foi, serait-il devenu pro-islamiste? Serait-il infiltré par des courants conservateurs musulmans, manipulé par quelques intellectuels ayant un agenda précis? Avions-nous nous-mêmes, comme organisation religieuse, un agenda caché en vue de restaurer l'emprise du religieux sur la société en nous alliant avec les forces conservatrices de d'autres religions, particulièrement musulmanes? Enfin, notre désir d'être le plus inclusif possible et de valoriser le pluralisme ne nous rendrait-il pas un peu trop naïfs? Définitivement, nous touchons avec ce thème de l'islamophobie à une question sensible. Et il faut reconnaître que nous n'avons pas souvent la possibilité de réfléchir à ces enjeux dans toute leur complexité. Ce constat a été pour nous le déclencheur de tenir cette journée d'études. Mais nous touchons aussi à une question qui a des conséquences importantes sur la vie de personnes qui se trouvent à devenir les cibles directes ou indirecte, d'une méfiance qui s'exprime de plus en plus ouvertement et fréquemment envers l'islam. Des discours qui, peu à peu, banalisent, légitiment même parfois, des choix et des pratiques discriminatoires. Notre intention est donc aussi de prendre la mesure de la portée et des enjeux humains de la montée des discours anti-islam. Le phénomène de l'islamophobie est dénoncé et documenté depuis plus longtemps au plan international et particulièrement en Europe. L'ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur le racisme, Doudou Diène, disait déjà en 2009 que l'islamophobie comme haine et lecture ethnique de l'islam, assimilation essentialiste d'une religion à la violence et au terrorisme et opposition à sa visibilité et à ses signes culturels est désormais une réalité indéniable, mesurée par l'Agence européenne des droits fondamentaux. Le rapport d'Amnesty International sur l'islamophobie en Europe 2012 s'inquiète par ailleurs de la multiplication des discriminations vers les musulmans en Europe et dénonce l'exploitation politique de certains préjugés suite à une enquête terrain qui a duré 4 ans dans 5 pays européens. Le collectif contre l'islamophobie en France de 2012, dans son rapport, constate qu'il y a eu entre 2005 et 2011 6 fois plus d'actes exprimant de l'islamophobie. Les formes que prend ce nouveau racisme peuvent varier d'un pays à l'autre selon les liens historiques qui existent ou non, les liens historiques coloniaux qui existent ou non, selon la composition de l'immigration des sociétés, selon l'importance que prennent les enjeux identitaires, selon aussi les contextes socio-économiques dont la fragilité suscite souvent des discours d'extrême droite à la recherche de boucs émissaires ou selon l'importance des discours anti-religieux. Même si elle est moins documentée, on assiste aussi au Québec, comme dans beaucoup de pays occidentaux, au développement d'un sentiment de peur et des attitudes discriminatoires envers les personnes dont on ne fait que présumer de l'appartenance à la religion musulmane. Ceci s'exprime de différentes façons, telles que la discrimination au niveau du travail, la volonté d'expurger l'espace public des signes apparentés à l'islam, ainsi que la diffusion d'images stéréotypées négatives envers les musulmans. Il nous a donc semblé urgent et important d'éclairer avec plus
d'exactitude les discours politiques et médiatiques, nos débats actuels ainsi que les propos de plus en plus nombreux sur l'islam et les personnes d'origine musulmane dans notre société. Il nous a semblé important de mieux faire saisir certains enjeux systémiques et certaines dérives qui se cachent sous le couvert de la sécurité nationale, des débats sur l'égalité entre les sexes, de la laïcité, des valeurs communes et des différences culturelles. Les mesures d'exception imposées au nom des principes dits supérieurs peuvent parfois devenir dans les faits des mécanismes de création de catégories de citoyens à qui on n'accorde pas les mêmes droits et qui mènent un nombre croissant de personnes à une exclusion de l'espace politique. Et nous sommes parfois même dans les milieux engagés socialement, démunis pour désamorcer ce phénomène. Il est donc nécessaire d'aborder la complexité de cette question en vue de la comprendre et de mieux nous outiller pour y faire face. Il nous faudra probablement accepter de faire d'abord un travail de déconstruction de nos façons d'aborder certaines réalités et peut-être même de questionner un certain occidentalo-centrisme. Il nous semble important de visiter un certain nombre de présupposés qui appartiennent à notre univers culturel, philosophique, politique, pour permettre de le mettre en dialogue avec d'autres visions humaines, culturelles, spirituelles. Nous serons ainsi invités à être plus conscients des modes d'exclusion qui peuvent induire certaines décisions juridiques, sociales et politiques. Mais soyons très clairs, nous ne voulons pas empêcher les questionnements critiques et interdire l'expression de craintes appréhendées en faisant planer l'impression que toute réflexion critique est islamophobe. Ce n'est pas du tout notre intention. Au contraire, les analyses complémentaires permettront au terme de cette journée d'aborder avec plus d'intelligence les débats sociaux qui se poursuivront. Mais ces questionnements ont comme condition le respect et le souci de ne pas discriminer les personnes, incluant sur la base des motifs religieux. Essentiellement, dans cette journée d'études, nous essaierons ensemble de dresser, ensemble et en fait avec l'aide de beaucoup de nos personnes ressources, de dresser un portrait plus juste de la réalité des communautés musulmanes, des musulmans québécois, et aussi d'éclairer davantage la situation de discrimination et aussi la réalité socioculturelle plurielle qui est là. Nous voulons aussi mieux comprendre certains enjeux qui peuvent contribuer à alimenter des attitudes discriminatoires envers l'islam ou les personnes qu'on identifie à cette religion. Enfin, vous avez bien vu que dans l'après-midi, et j'espère que nous serons nombreux jusqu'à cette partie de la journée, nous essaierons de penser ce que nous pouvons faire, quelles sont les pistes d'action pour contrer ce phénomène. Et nous avons dû faire un choix, mais qui nous semblait les plus pertinents, de réfléchir au niveau des politiques publiques, des médias, des milieux communautaires et aussi des milieux de foi chrétienne. Cette journée d'études n'a pas surgi sans un travail préalable de la part de l'équipe du Centre. Cette réflexion a d'abord été l'objet de discussions, de séminaires, de lectures, de débats, entre autres au sein du comité d'orientation de Vivre Ensemble. De cela a été produit un numéro du bulletin Vivre Ensemble au printemps 2012. Vous avez d'ailleurs sur la table, on vous le répétera, j'ai des meilleurs vendeurs comme animateurs que moi, mais vous pourrez vous le procurer. Dans cette foulée, le comité de rédaction de la revue Relations a aussi choisi de consacrer un numéro au racisme en s'intéressant, entre autres, et non exclusivement, à cette nouvelle forme de racisme qu'est l'islamophobie. C'est le numéro qui vient de sortir en mars 2013. En plus, nous vous invitons à regarder dans votre pochette, nous avons mis aussi d'autres textes, sachant très bien que la journée d'aujourd'hui ne sera pas suffisante pour aborder l'ensemble des questions. On vous offre une bibliographie en espérant que vous pourrez poursuivre la réflexion. Mais surtout, je pense que nous vous offrons des personnes ressources compétentes tout au long de la journée. Je les remercie à l'avance de leur disponibilité et d'avoir accepté d'être avec nous pour toute la journée. C'est ainsi pour nous, le Centre Justice et Foi, une façon de nous préparer à souligner la semaine de lutte contre le racisme qui se déroulera du 21 au 27 mars prochain. Nous le faisons bien sûr dans un souci de justice pour tous et toutes, mais nous le faisons aussi pour la santé démocratique de notre société.
Vous pourrez le voir dans l'entrevue que donne le grand philosophe Étienne Balibar dans le numéro de Relations du mois de mars sur le racisme, où il indique que le développement du racisme sous ses diverses formes est inversement proportionnel à la vitalité de la citoyenneté démocratique, car celle-ci repose sur la capacité de permettre à toutes et à tous de participer activement à la vie collective. Il nous indique que de faire une lutte politique pour transformer les structures qui produisent les conditions du racisme, de permettre à cette diversité qui nous constitue de devenir la substance d'une reconstruction de la citoyenneté. Alors j'espère que vous passerez avec nous une excellente journée et que nous en sortirons tous plus intelligents, plus éclairés de ce samedi consacré à un travail exigeant entre nous. Merci. Merci Elisabeth. Je pense qu'on peut passer à table maintenant. Les enjeux sont clairement définis. Mais, alors maintenant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Agustin Nicolaou. Je serai la débatteur de toute la journée avec vous ici, dans la conférence d'ouverture et les deux panels qui s'en suivent. Et je voudrais surtout rappeler qu'on devrait se situer à la démarche de la journée sur une trinité, j'oserais dire sacrée, formée d'un esprit d'écoute, un esprit de dialogue, un esprit de respect. Toute réflexion est légitime dans la mesure qu'elle est rigoureuse. Et on doit l'écouter. Comme l'a dit Elisabeth, on veut surtout apprendre et être mieux éclairé à la fin de cette journée. Et c'est dans cette orientation qu'on a demandé nos contributions à nos panélistes. Nos panélistes ont organisé en 3 blocs thématiques la conférence d'ouverture qui s'en suivra en quelques instants de Valérie Amilo, qui nous permettra de faire des points sur c'est quoi la réalité et les perceptions sur cette réalité des musulmans au Québec, des musulmans québécois, si vous me permettez, suivi d'une analyse des possibles causes ou de terreau où ces causes de l'islamophobie au Québec se situent. Et là, je ferai une précision de dire ce n'est pas que ces domaines dans lesquels on a identifié débat identitaire national et question de la place publique religieuse, laïcité, la géopolitique, soit les sources de l'islamophobie, mais il peut y avoir des dérives. Et comme a dit Elisabeth, l'après-midi, on va essayer non pas de trouver toutes les solutions, mais au moins de s'aligner sur quelques pistes d'action, de solutions face à l'islamophobie. Valérie Amilo est professeur au département de sociologie de l'Université de Montréal et titulaire de la recherche du Canada à l'étude du pluralisme religieux. Elle a travaillé dans différents centres en Europe. Vous avez les précisions dans les feuilles dans votre pochette. Et apporté une recherche, je pense, très poussée sur la réalité de l'islam et des minorités musulmanes en Europe et aussi présentement au Québec. Et ce que nous lui avons demandé, c'est en quelque part de nous montrer le décalage entre ce qui les perceptions qu'on a au Québec sur les musulmans québécois et la réalité que ces personnes vivent, surtout en tenant compte des perceptions et préjugés qu'on a sur elles, la tendance à réduire l'islam à certaines pratiques culturelles, notamment celles qui sont plus dérangeantes, entre guillemets, et en référence aux discriminations que ces populations expérimentent. Avec ces 3 éléments d'analyse, je laisse la parole pour une dernière à Valérie. Est-ce que vous m'entendez? Et là? Non. Alors, c'est correct comme ça? Oui. Merci beaucoup. Je vous remercie
remercie évidemment le Centre Justice et Foi, les gens qui à la fois animent ce centre et puis qui le font vivre, et puis les gens qui le fréquentent. Je remercie évidemment tout particulièrement Elisabeth Garand pour l'invitation et puis pour ses mots qui me permettent de gagner un petit peu de temps sur les 30 minutes, puisqu'elle a dit beaucoup de choses que j'avais l'intention de dire, donc merci. Merci aussi d'avoir tout de suite utilisé une terminologie dans laquelle je me retrouve, c'est-à-dire en posant très directement la question à la fois de la spécificité de ce processus d'islamophobie, que je nomme processus, pas réalité ou pas fait social, et puis d'avoir aussi utilisé le terme de racisme sur lequel je vais revenir dans un instant. Je remercie évidemment Agustin Nicolo parce qu'il a été extrêmement présent sur le plan de l'organisation pratique et m'a permis aussi de pouvoir concilier travail et famille, puisque vous voyez qu'il y a une mineure dans la salle et que cette mineure est vraiment toute petite et a pris soin de mettre un casque pour ne pas m'écouter, puisqu'elle a l'habitude d'entendre au quotidien ce que je vais dire. Et puis je remercie Idir, qui est à la fois un partenaire de discussion, quelqu'un qui est un grand animateur à mon sens de la vie intellectuelle sur toute une série d'enjeux dans lesquels je me retrouve, depuis la question du conflit israélo-palestinien jusqu'aux enjeux du racisme, à la fois sur un plan, je dirais, militant, activiste, et puis aussi sur un plan intellectuel, ce qui est tout particulièrement précieux dans le sujet qui nous occupe. Alors une fois que j'ai dit tout cela, je voudrais aussi vous remercier, vous, parce que j'ai conscience du fait que prendre de son temps libre pour venir écouter quelque chose sur l'islamophobie toute une journée, quelque chose d'extrêmement rare, complètement absent, je vous dirais, du milieu universitaire. Quand on organise une conférence sur l'islamophobie, en général, il n'y a personne dans la salle, à part les étudiants avec lesquels j'ai la chance de travailler et quelques collègues. Alors là, cette fois-ci, l'étudiant qui a gentiment accepté de venir écouter son professeur, un peu comme ma fille est obligée d'écouter sa mère, il est là, il est minoritaire, ce qui est très rare pour moi. Donc je suis très contente d'avoir un auditoire aussi nombreux. Et je vous remercie d'avoir donné ce temps libre. J'insiste sur ça parce qu'il me semble qu'en termes de participation sociale et d'engagement politique sur ces sujets-là, c'est le premier indicateur du souci qu'on a comme citoyen. Et j'aimerais aussi préciser que c'est à ce titre-là que je vais m'adresser à vous. Je vais m'adresser à vous évidemment comme spécialiste de sciences sociales, je ne suis pas seulement sociologue. Je vais m'adresser à vous également comme citoyenne, c'est-à-dire quelqu'un qui vit ici depuis maintenant presque 6 ans, et qui pour la première fois accepte de parler devant un public qui est sollicité par un organisme communautaire. Ça fait 20 ans presque que je travaille, un peu plus que je travaille sur la question des minorités musulmanes en Europe, et j'ai toujours eu le souci de parler aux médias, de parler aux écoles, de parler aux associations, de parler aussi aux politiques, aux décideurs, quels que soient les niveaux. Au Québec, depuis mon installation ici, je ne l'ai jamais fait. Pour une raison principale, qui est que je pense qu'avant de parler dans un espace dont on est aussi le citoyen actif, il faut avoir quelque chose à dire et il faut avoir fait quelques expériences sur le plan social et sur le plan personnel. Aujourd'hui, je me permets de le faire parce que j'ai fait cette expérience, j'en ai fait plusieurs, et surtout parce que j'ai eu l'audace de publier un texte co-signé l'année dernière dans Le Devoir, que peut-être certains d'entre vous ont lu, à l'occasion de ce qu'on avait appelé la polémique sur le halal. Et à cette occasion-là, j'ai découvert dans les commentaires des lecteurs qu'on ne devrait jamais lire, comme me disent mes collègues, mais que j'ai eu le souci de lire jusqu'au bout, la virulence et la violence des propos qu'avaient déchaîné quelques faits rappelés sur le mode, non pas de la donneuse de leçons, ce que je ne suis pas, et c'est donc pour ça que j'insiste sur la double casquette de citoyenne et de sociologue ici, ou de spécialiste de sciences sociales, mais plutôt, ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est que les quelques faits que nous rappelions avec le collègue avec qui j'avais pris soin de co-signer cette tribune, ont été tout de suite extrêmement, violemment réinterprétés en termes racistes. Et le racisme n'était plus cette fois-ci dirigé contre les musulmans dont nous parlions dans la tribune, mais contre nous. Nous étions tout d'un coup des chercheurs français venus prendre le travail des Québécois, venus usurper l'argent public, puisque je suis titulaire d'une chaire et que mon collègue à l'époque était, pas encore, mais entre-temps est devenu titulaire également d'une chaire, privée cette fois-ci, et nous étions accusés de mal utiliser l'argent public au motif que les propos que nous servions étaient idéologiques. Donc je voulais faire cette précision en introduction pour bien souligner que la raison pour laquelle je prends parole aujourd'hui, j'ai accepté l'invitation avec beaucoup de plaisir, c'est que j'ai fait l'expérience très directement dans l'équipe de recherche que j'anime, de l'expérience de l'islamophobie. Et j'ai écrit un texte que j'ai publié en anglais, pour les raisons que je viens d'expliquer. La virulence est moins violente quand elle est en anglais. Elle est plus euphémisée, pour des raisons à mon avis linguistiques et pour des raisons aussi de public. Et j'ai publié un texte qui était lié au fait que les interprétations des événements des attentats en Libye l'année dernière, à l'automne, en
en septembre, l'assassinat de l'ambassadeur américain, ont tout de suite été mis en relation avec l'existence d'un film, The Innocence of Muslims, et la thématisation, la capillarité, la rapidité de la thématisation dans l'espace public international d'un lien logique entre la réaction des musulmans à cette mise en scène totalement ridicule et totalement mal faite sur le plan cinématographique de ce que serait l'islam, et la réalité terroriste n'a pas fait un pli pendant à peu près 10 jours. Au point que, au moment où les responsables politiques américains ont pris parole pour expliquer que l'attentat en question n'avait strictement rien à voir avec ce film et avec la réaction des musulmans dans quelques pays, mais avait tout à voir avec une organisation planifiée d'un acte terroriste extrêmement ciblé, curieusement, l'espace public s'est très peu fait l'écho de cette explication. Donc le contexte dans lequel je parle est celui-ci. Suite à cet événement, Benghazi, début septembre, la célébration du 11 septembre, une des étudiantes avec laquelle j'ai la chance de collaborer m'a rapporté toute une série de discriminations quotidiennes dont elle subissait directement les effets, corporellement, et son explication était suffisamment convaincante pour me pousser à reprendre parole et à écrire un texte expliquant pourquoi je m'étais tue pendant si longtemps et pourquoi il me paraissait maintenant impératif d'expliquer aux gens que l'islamophobie, ça n'est pas seulement un discours, mais que ça a des conséquences pratiques dans la vie des individus qui sont concernés et qui sont ciblés par ce discours. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, en 2 temps, c'est d'abord commencer par donner quelques éléments d'analyse que j'ai rassemblés grâce à l'aide de Florence Desrochers, qui est une des collaboratrices de la chaire, sur la réalité québécoise. Et puis ensuite, dans un 2e temps, je vais faire ce qu'on attend en général des spécialistes en sciences sociales, je vais monter en généralité, comme on dit, c'est-à-dire que je vais essayer de théoriser un petit peu les ressorts de ce qu'on appelle l'islamophobie, et ce qu'il faudrait commencer évidemment par définir. Alors, la première chose que je souhaiterais faire, c'est vous expliquer pourquoi je ne peux pas répondre et pourquoi je ne veux pas répondre à la commande qui m'a été faite. Non pas qu'elle soit illégitime, mais ça fait partie d'une position. Je ne peux pas parler à la place des musulmans. Je ne peux pas parler d'islamophobie telle qu'elle est vécue, c'est-à-dire de la réalité et du vécu des personnes musulmanes, parce que je n'en fais pas partie. Et il me semble qu'une fois qu'on a commencé par dire ça, on peut entrer dans un cadrage théorique beaucoup plus intéressant sur ce sujet. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer que nous, ceux qu'on accuserait a priori d'islamophobie puisque nous sommes blancs et non musulmans, nous aurions quelque chose à dire sur ce phénomène, à l'exception de ceux qui en sont directement les victimes. Et que Elisabeth rappelle dans son introduction l'existence du CCIF m'a énormément touchée parce que le CCIF, j'ai assisté à leur conférence de presse de naissance il y a maintenant presque 10 ans. Il y avait personne dans la salle, il y avait 2 journalistes, les journalistes spécialistes des questions religieuses. Le CCIF a été extrêmement actif dès ses débuts, a collecté systématiquement, le CCIF c'est le collectif de lutte contre l'islamophobie en France, dans une totale invisibilité médiatique, dans une totale ignorance, voire déni d'existence sur le plan politique. Et aujourd'hui, en 2013, le CCIF a une capacité d'action qui n'est pas passée par son expérience en France, mais qui est passée par toute une série de relais internationaux, notamment européens. Et donc ça, c'est une première chose que je dois dire très clairement. Je ne peux pas répondre intégralement à la commande qui m'a été faite sur le vécu des personnes musulmanes, car je ne peux pas parler au nom des populations musulmanes sur ce sujet. Donc ce dont je vais parler, moi, c'est de l'islamophobie et de ce que je définis comme islamophobie, à savoir une matrice de racialisation, je vous lis la définition que je donne, c'est la mienne, une matrice de racialisation des populations musulmanes qui opère historiquement par capillarité et à différentes échelles dans les sociétés non musulmanes, principalement occidentales mais pas exclusivement. Elle s'incarne dans des interactions et se déploie dans des situations particulières qui l'actualisent et l'accomplissent de façon différenciée, toujours en lien avec une histoire, avec une culture, du lieu dont il est question. L'islamophobie est effectivement un phénomène repérable en plusieurs lieux, mais qui à chaque fois s'appuie pour se déployer et pour finir par avoir une signification publique sur les spécificités du contexte dans lequel on parle et dans lequel on déploie cette islamophobie. Donc effectivement, il y a une particularité québécoise, il y a une manière québécoise peut-être d'être islamophobe, je parle un petit peu schématiquement, tout comme il y a une manière française de l'être. C'est pas tellement à définir sur le plan identitaire ou national, mais ça s'appuie sur des valeurs qui évidemment font sens et qui politiquement sont sans arrêt réactualisées. D'où l'importance de commencer par une définition. L'islamophobie,
ça n'est pas seulement la peur de l'islam. L'islamophobie, ça n'est pour moi aucunement synonyme de la discrimination. Ça peut s'incarner dans de la discrimination, ça peut déboucher sur la discrimination, mais l'islamophobie, c'est d'abord un cadre cognitif, c'est d'abord un élément de langage, une institution discursive qui nous saisit tous. Et c'est ce qui intéresse le spécialiste de sciences sociales. C'est de voir de quelle façon cette islamophobie, maintenant que je l'ai définie, je peux me permettre de l'utiliser, nous touche tous, nous affecte tous dans la façon que nous avons de nous rapporter à la réalité musulmane, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que nous en faisions l'expérience directe, que nous soyons comme aujourd'hui rassemblés dans un lieu où effectivement des musulmans et des non-musulmans coexistent, cohabitent, partagent un espace public, vous êtes tous en train de l'écouter et vous êtes tous en train de l'écouter indépendamment de qui vous êtes, mais au moment de faire sens de ce que je suis en train de dire, on va évidemment tout de suite rebasculer dans des identités et des identifications réciproques. Donc la notion d'islamophobie, pour moi, elle est précieuse parce qu'elle a un sens et que ce sens est contemporain de ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas plaquer une définition de l'islamophobie sur la réalité québécoise qui ne commence pas, ce que je vais faire dans une minute, par vous lire quelques éléments objectifs, chiffrés, de comment se tisse cette islamophobie au Québec. Alors, très rapidement, parce que 30 minutes c'est court, j'ai demandé à Florence, qui travaille avec moi sur des questions de radicalisation dans les contextes urbains, de procéder à 3 recherches. Je lui ai demandé de regarder ce qu'on avait dit, ce qui ressortait des sondages. Que pensent les Québécois des musulmans je lui ai demandé de partir de 2001. Pourquoi j'ai demandé de partir de 2001? Pour 2 raisons. Parce que, comme le rappelle très régulièrement et à fort juste titre Denise Elie, qui est une collègue dont les travaux sur les musulmans au Québec et ailleurs sont extrêmement riches et toujours réactualisés, Denise Elie dit toujours 2001, c'est pas seulement le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est tout ce que ça aurait joué un rôle, mais c'est pas le seul au Québec. Au Québec, ce qui est important de savoir, et dans l'ensemble du Canada, c'est que, effectivement, 2001, c'est la date à laquelle le recensement révèle que la population musulmane est celle qui a eu le taux d'accroissement, le taux de croissance démographique le plus important. Donc c'est un indicateur objectif qui dit concrètement aux Québécois, il y a plus de musulmans aujourd'hui qu'il n'y en avait avant, et qui ensuite permet d'appuyer toute une série de discours politiques, publics, etc. Donc j'ai demandé à Florence de m'aider à rassembler des données sur 3 choses. Puisque la première partie de la commande m'invitait à réfléchir à ce qui se disait sur les musulmans en lien avec la réalité des musulmans. Et je vous ai dit que je ne pouvais pas complètement, de manière satisfaisante, vous répondre, puisqu'il faudrait que j'ai quelqu'un qui ait fait des recherches sur la façon dont les musulmans vivent cette épreuve-là. Alors je lui ai demandé de faire une recherche sur les sondages, je lui ai demandé ensuite de regarder très ponctuellement, de faire une revue de presse sur une série d'événements que j'ai identifiés comme étant des événements factuels significatifs. Et puis ensuite, on a fait ensemble une bibliographie des écrits sur ce sujet-là pour un petit peu croiser les données, dans une espèce d'épistémologie assez, on va dire, positiviste. On va chercher des chiffres, comme ça après je pourrais parler théorie, ils ne seront pas fâchés, je leur aurais donné quelques éléments qui montrent que je connais quand même la réalité. Alors, le corpus des sondages, il est assez impressionnant. Beaucoup de gens ont travaillé dessus, je cite en particulier le travail de Magali Girard, qui avait rendu un mémoire à la commission Bouchard-Taylor, qui avait examiné sur une dizaine d'années les sondages, les résultats de sondages portant, je la cite, sur la perception des Québécois relativement aux accommodements raisonnables, à l'immigration, aux communautés culturelles et à l'identité canadienne-française. Et la première chose qui frappe, c'est que le mot islam et musulman n'est pas dans le titre. Pourtant, quand on cherche, évidemment, on va le trouver. Alors nous, on a étendu le corpus qui s'arrête dans le cas de Magali Girard à 2008, on est allé jusqu'en 2012. On a trouvé 23 sondages produits entre mars 2001 et octobre 2012. Donc on demande régulièrement, ce qui nous intéressait, c'est de savoir qu'est-ce qu'on demande aux gens. Qu'est-ce qu'on veut savoir de ce que les Québécois pensent sur telle ou telle population. On a trouvé ces sondages évidemment dans la presse, c'est-à-dire la presse, Le Soleil, Le Devoir, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, l'Actualité et Le Gazette. Les thèmes principaux sont majoritairement des thèmes, les sondages dans lesquels on retrouvera les musulmans sont toujours des thèmes liés à l'immigration. Donc la première question à partir de laquelle on interroge sur l'islam au Québec, c'est une question qui met la migration devant, l'immigration. Donc le corpus qu'on a trouvé n'a aucun sondage qui traite par exemple de port de signes religieux avant 2006. Et la présence de ce sondage sur les signes religieux, elle anticipe la crise des accommodements raisonnables. Le sondage sur les signes religieux de 2006, il date de septembre, donc quelques mois avant l'éclatement de la crise.
La question des accommodements supplante ensuite celle de l'immigration. On va parler de l'islam, non plus à travers l'immigration, mais à travers la question des accommodements religieux. Et c'est à partir de 2006 que dans ce contexte-là, on va voir véritablement apparaître des sondages qui vont pointer les populations musulmanes, pointer l'islam comme un enjeu spécifique. Alors, je reviendrai, si ça vous intéresse, je ne vais pas passer du temps sur les chiffres concernant l'immigration, mais on pourra en discuter ensuite ensemble, puisque l'objectif de cette journée, c'est vraiment d'engager une conversation. La nature des questions posées aux citoyens québécois dans le cadre des sondages sur le port de signes religieux diffère évidemment d'un sondage à l'autre et rend très difficile de pouvoir chiffrer la fluctuation des opinions. C'est un élément important. Les chiffres qu'on entend donner sont toujours en référence avec des questions qui évidemment ne sont jamais les mêmes. Il n'y a donc aucun moyen de savoir sur les 10 dernières années si l'islamophobie est stabilisée ou non. Ou il n'y a aucun moyen non plus de savoir si l'islamophobie comme matrice de racialisation telle que je l'ai définie, et sur laquelle je donnerai quelques éléments tout à l'heure dans la deuxième partie théorique, il n'y a aucun moyen de véritablement savoir avec précision, au motif que la même question serait posée dans différents contextes, à différents moments, quel est le réel sentiment des Québécois. La seule chose qu'on peut repérer, c'est que dans l'ensemble, il y a une distinction très classique, mais qui vaut quand même la peine d'être rappelée, qui à mon avis vaudrait la peine d'être discutée, c'est qu'il y a une vraie différence dans la perception des autres musulmans entre les populations francophones et les populations anglophones. C'est quelqu'un qui est étranger qui vous le dit. Donc c'est tout à fait dédramatisé ce que je suis en train de dire. Il n'y a aucune stigmatisation dans mes propos, il y a simplement le constat que pour tout ce qui concerne les sondages d'opinion sur ces sujets-là, dans l'ensemble, les populations anglophones sont toujours plus positives que les populations francophones. Ce qui est un premier indice de la spécificité de l'islamophobie au Québec, à mon sens. C'est ce clivage linguistique, je ne reviens pas dessus, vous le connaissez beaucoup mieux que moi. Au lendemain du 11 septembre, fait important, ce qu'on remarque, et qui va se stabiliser mais ne va pas s'aggraver en 2006 à la faveur des accommodements raisonnables, c'est que 23% des Québécois ont changé négativement leur point de vue sur l'islam. Donc le 11 septembre et l'année 2001 d'une manière générale jouent plus un rôle dans la perception et dans la fluctuation des opinions sur ces sujets-là que la crise des accommodements raisonnables, toujours ramenée à cette incertitude quant au fait que les questions ne sont jamais identiquement les mêmes. Donc la comparaison est rendue très difficile et rend la réponse aux questions posées extrêmement délicate. Si on s'intéresse maintenant à une revue de presse, toujours très rapidement, vous voyez j'ai une quinzaine de pages, mais je ne vais évidemment pas tout vous lire. J'ai demandé à Florence de sortir des articles de presse en lien avec le projet de loi 94, en lien avec la mosquée à Ground Zero, en lien avec la nourriture halal et en lien avec la question des écoles coraniques musulmanes et islamiques. J'ai posé ces 4 questions parce qu'il me semblait que dans d'autres contextes où l'islamophobie est une constante de l'espace public et est thématisée et saisie par les médias, c'était des événements autour desquels, en tout cas, il y avait eu énormément de couverture médiatique. Je l'ai fait aussi, pourquoi la mosquée de Ground Zero? Parce qu'il y a cette hypothèse que le Canada et le Québec en particulier, étant proches des États-Unis, il y aurait une circulation, une porosité des frontières sur le plan médiatique. Ce qui se passe aux États-Unis aurait un écho, ça on le trouve dans la littérature, aussi bien de presse que de sciences sociales. Or, quand on regarde dans les faits avec précision ce qui est dit dans la presse, on se rend compte que, d'abord, les sujets qui touchent les contextes extérieurs au Québec sont toujours thématisés comme extérieurs au Québec. C'est-à-dire que si on lit attentivement la presse, c'est faux. Il n'y a pas d'appropriation, il n'y a pas de québécisation de ce qui se passe ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup circuler à propos de l'islamophobie. L'islamophobie, ce serait d'abord nourri par ce qui se passe chez les autres et ça nous ferait peur. Si on regarde attentivement, même les journaux les plus médiatiquement polémiques sur ces enjeux-là, on ne trouve pas énormément d'inspiration, disons, de ce qui se passe à l'international pour expliquer ce qui pourrait se passer au Québec. Donc ça a été une surprise, une bonne surprise. Par contre, pour tout ce qui concerne des projets directement ancrés dans des décisions politiques ou des initiatives politiques comme celle du projet de loi 94, là on trouve évidemment un matériau beaucoup plus riche. Donc ça c'est quelque chose d'important, parce que l'islamophobie, il y a cette idée que ce serait un phénomène globalisé. Et pour moi, il est important de bien préciser, et la définition que je vous ai donnée permet de le faire, de bien souligner à chaque fois qu'il y a un ancrage culturel, politique, à la fois normatif et discursif, qui est lié au pays dont on parle. C'est faux de dire que ce qui se passe au Québec, c'est le reflet de ce qui se passe en France. Et ça, c'est quelque chose qu'on lit.
Hein. On l'a lu, je l'ai même dit moi-même, hein, que la crise à l'âme était quelque chose qui était exporté de ce qui se passait en France. Hein. On avait eu une phrase un petit peu comme ça, rapide avec David, quand on avait écrit, on avait dit la France sans rhume, le Québec était ruiné. Ce qui était vrai sur le plan médiatique. Oui, mais voilà, ce qui se dit dans les médias, et c'est l'invitation qui a été faite, n'est pas forcément ce qui se passe dans la réalité. Donc, j'insiste pas trop sur ce point-là, on aura l'occasion de nouveau, parce que je vois que les 10 minutes sont en train de l'avertissement, il me reste 10 minutes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que si vous voulez qu'on en discute, j'ai du matériau pour élaborer sur la façon dont sur le projet de loi 94, par exemple, le rôle de la DQ, puis le rôle du PQ, si vous voulez qu'on en discute de manière beaucoup plus fine avec nous aussi, nous avons recueilli toute une série de données qui vont permettre de converser avec vous, j'imagine. Et puis sur la bibliographie, il ressortait, sur la bibliographie qu'on a faite avec Florence, il ressortait qu'en gros, la question des populations musulmanes et de l'éventuel racisme dont elles seraient victimes était en gros toujours couverte à travers 4 thèmes. Le premier thème, c'était le racisme, les stéréotypes et la discrimination. Ça, moi j'appelle ça de l'euphémisation. J'appelle ça euphémiser la réalité en utilisant des termes qui mettent à distance, précisément, l'expérience vécue par les populations. Alors le racisme, c'est quelque chose par exemple qui est très marginalement, ça m'a beaucoup surpris, mais ce n'est pas un gros sujet d'étude. On travaille beaucoup ici sur la discrimination, sur les accommodements, mais le mot racisme, et j'en ai fait les frais hein, quand je l'enseigne, mon étudiant qui est là, un des collaborateurs de la chaire qui est là, pourra le dire, quand je parle de la racialisation des rapports sociaux, les gens ont toujours beaucoup de mal avec l'espèce d'apparition, d'irruption comme ça du terme de race. Oui, je suis d'accord, sur le plan biologique, sur le plan scientifique, expérimental, il y a une race humaine, on est tous d'accord. Par contre, sur le plan des rapports sociaux, la race continue d'avoir une signification. Et continue, nous tous, y compris moi, de nous engager les uns aux autres dans des rapports extrêmement racialisés, qui sont évidemment arrimés, accrochés, comme dit François Dubet, à des logiques économiques, des logiques de classe, des logiques de précarité, des logiques de genre. Hein, tout ça est intersectionnel. Hein, tout ça fait se croiser un ensemble de facteurs d'inégalité, mais il faut inclure la race dans la construction des inégalités. Ça, c'est un point important et qui me paraît euphémisé dans la littérature, qui se contente de parler beaucoup de discrimination et de stéréotypes. Pourquoi j'insiste sur le fait que l'islamophobie n'est pas synonyme de discrimination? Parce que la discrimination, c'est un terme juridique. La discrimination, c'est un traitement inégal qui est interdit au motif que les variables pour lesquelles on traite de manière inégale un individu sont interdites. Et c'est d'ailleurs mentionné dans ce que j'ai reçu dimanche dernier lorsque je suis devenue présidente permanente après 3 ans d'études, 3 ans d'attente, pardon, dans Apprendre le Québec. Hein, on vous explique, on vous donne la liste des variables qui sont des motifs interdits de discrimination. Donc vous n'avez pas le droit d'être traité de manière différente, mais ça c'est un terme juridique qui ne renvoie pas forcément à la réalité dont parle l'islamophobie. L'autre sujet extrêmement couvert par la littérature, c'est la question des attitudes et des représentations. Et là, il y a un résultat que je voudrais mentionner qui me paraît extrêmement important, tout comme je soulignais tout à l'heure la différence entre anglophones et francophones sur ces sujets-là, la variable générationnelle. Je réfère pour ça à une enquête de 2 collègues, Amina Triki-Yamani et Marina Kendou, en 2009, qui ont travaillé sur les étudiants musulmans de cégep. Et leur demandé de décrire ce que ces étudiants croyaient être à l'origine du racisme. Et tous, une classe d'âge entre 15 et 25 ans, parce qu'elles ont aussi travaillé sur des gens qui étaient sortis des études, et en leur demandant de se souvenir de ce qu'ils avaient fait à l'école, ils ont tous identifié le 11 septembre, la crise des accommodements raisonnables, la guerre en Irak et en Afghanistan, les caricatures de Mahomet et les attentats meurtriers qui ont eu lieu dans quelques villes européennes. Ils ont aussi identifié l'attitude des médias envers les musulmans. Donc ce qu'on note dans toutes ces études, c'est que la variable générationnelle, elle détermine la façon dont on définit l'islamophobie. L'islamophobie pour les jeunes, il est effectivement le résultat d'une globalisation des interactions politiques. On vous cite l'Irak, l'Afghanistan, le 11 septembre et la crise des accommodements raisonnables. Pour les populations plus âgées, les références qui sont à la source de ce qu'on pourrait qualifier de sentiments islamophobes sont toujours beaucoup plus nationales, sont toujours beaucoup plus directement ancrées sur l'histoire, la trajectoire des individus, en lien avec l'histoire du contexte dans lequel ils ont grandi. Et un élément est particulièrement symptomatique de ça, c'est le fait qu'en fonction de l'âge, on va se rendre compte que l'islamophobie
elle est plus directement liée à une hostilité aux religieux qu'à une hostilité aux musulmans. Et ça, c'est intéressant, parce que ça vaudrait la peine d'extrapoler et d'investiguer un petit peu plus finement ce lien, cette évolution générationnelle. Parce qu'il me semble qu'elle renseigne très très précisément, par exemple, sur la réalité de la laïcité, la notion de sécularisation, l'intelligibilité aussi du religieux, hein, sur lequel je vais revenir quand, dans 2 minutes, je vais passer à la question de la théorisation. Alors, pour conclure, sur ces éléments factuels, je vous les ai donnés parce que c'est quelque chose que je ne fais jamais. Je ne commence jamais par des données factuelles, par des données tirées de la presse ou des sondages. Mais là, je l'ai fait parce que j'ai senti le besoin de commencer par ce que j'appelle des éléments un petit peu chiffrés, rassurants. On parle de ce qui existe. Il me semble pourtant que sur l'islamophobie, on aurait intérêt, ça va être ma deuxième partie qui est aussi une conclusion, on aurait intérêt à prendre de la distance vis-à-vis de cette réalité factuelle, parce que cette réalité factuelle occulte toujours les mêmes, ce dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire les victimes de l'islamophobie, les sujets de l'islamophobie, et non pas ceux qui incarnent ou qui projettent ce discours. Alors vous vous souvenez que dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure, je parlais de racialisation. J'aimerais, dans cette partie un peu plus théorique, indiquer, à mon avis, 3 paradigmes qui portent l'islamophobie en ce moment au Québec, qu'on peut retrouver, mais rarement combinés de manière aussi efficace qu'ici. Le premier paradigme, c'est ce que j'appelle le paradigme de la non-intelligibilité du religieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette société sécularisée, dont certaines des institutions ont été laïcisées très récemment, je pense par exemple à l'éducation, vous savez qu'en ce moment, la dernière étape de la laïcisation des institutions éducatives, celle des CPE, est en cours au sens littéral du terme. Pourquoi cette non-intelligibilité du religieux est importante? Elle est importante parce qu'elle renvoie à quelque chose qui rend inaudible la souffrance des populations victimes de l'islamophobie. Combien de fois avons-nous entendu dire « ces gens exagèrent, ces gens se trompent », ce qu'ils décrivent comme de la discrimination à raison de la religion ou ce qu'ils décrivent comme des épreuves d'islamophobie, ça n'en est pas. Ce que ça veut dire qu'on n'accorde aucune signification aux religieux dans la perception qu'en a l'acteur qui en parle. Si l'étudiant dont je parlais tout à l'heure me dit « Madame Amirault, quand je suis en entretien pour être recrutée comme professeur à l'Université de Toronto, on ne me serre pas la main », ce qu'elle est en train de m'expliquer, c'est que c'est inhabituel pour elle. C'est inhabituel et ça la heurte. Quand on découvre qu'elle porte le foulard alors que les curriculum vitae qu'on envoie sont évidemment sans photo et qu'on décide de ne pas lui faire l'entretien pour lequel elle s'est pourtant déplacée, elle me parle d'islamophobie. Et je dois, moi, acteur de la société civile, entendre ce terme-là. C'est-à-dire, je dois pouvoir avoir la capacité d'entendre que cette souffrance pour un individu est audible. La rendre audible, c'est la rendre visible. C'est la rendre politiquement significative. Et ce qui est paradoxal, c'est que cette inaudibilité, cette non-intelligibilité du religieux, elle est en tension totale avec ce qui se dit dans l'espace juridique, dans l'espace judiciaire. Prenez par exemple la décision de la Cour suprême de permettre de témoigner avec le niqab quand les jeunes femmes souhaitent le faire, notamment dans des affaires de violence conjugale, ce qui est la matrice de l'affaire. La décision a été prise dans le respect des conditions d'exercice de la justice. Il n'est pas question de dire « toutes les femmes peuvent témoigner en niqab ». Non. Il n'est pas question de dire « personne ne peut le faire ». Le juge de la Cour suprême dit « dans certaines circonstances et en évaluant le tort pour les 2 parties, nous devons prendre en considération la possibilité de témoigner dans un procès pour se défendre et pour éventuellement accuser quelqu'un et conduire à son emprisonnement. Nous devons permettre le port de ces signes-là au motif que la croyance est sincère. » Cette notion de sincérité de la croyance, c'est quelque chose qu'on va retrouver par exemple au niveau européen dans les cours de justice supranationales, très rarement au niveau national. Ici, on le trouve dans les cours de justice au niveau supranational, mais pas dans l'espace public. L'idée que la croyance, ça n'est pas uniquement dans le cœur des gens, ça a une signification. Il y a une affaire en ce moment qui est pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui oppose une jeune femme française née en France qui porte le niqab à la France. Et elle fait valoir dans son argumentaire qu'elle veut pouvoir être reconnue par son état de citoyenneté comme ayant le droit
de fonctionner civiquement en fonction de son humeur spirituelle. Elle sait que dans certaines circonstances, elle ne peut pas porter ce signe-là et elle le fait. Mais elle veut pouvoir le faire quand, dit-elle, ce sont ses termes, son humeur spirituelle le lui dicte. Cette idée de faire sens, de rendre intelligible le religieux dans l'espace public, c'est quelque chose qui me paraît être extrêmement significatif, en tout cas restitutif, de la situation québécoise. Et ça a été thématisé intellectuellement par plein de collègues. Le deuxième paradigme sur lequel repose l'islamophobie ici, c'est ce que j'appelle le paradigme de la visibilité. Et ça renvoie à deux éléments. Ça renvoie d'abord à l'idée que notre espace public québécois, et vous voyez, je m'inclus dans cet espace public, même si je ne suis pas citoyenne à plein titre, ça renvoie à la présence, l'omniprésence d'une iconographie dominante qui nous est familière, quand bien même nous n'en avons pas l'expérience directe. Et je fais toujours le parallèle avec Lady Gaga. Je connais Lady Gaga, je n'ai jamais vu Lady Gaga. Je n'ai jamais rencontré Lady Gaga, mais je la connais. Je suis même capable de la reconnaître, alors même que je suis incapable de savoir ce qu'elle chante. Mais je la reconnais. Pourquoi ? Parce que médiatiquement, Lady Gaga est un personnage public, célèbre, dont la célébrité a été virale sur le plan des réseaux, sur le plan Internet. Et cette femme nous est commune, nous est familière, par effet de la diffusion de ces images, quand bien même nous n'aimons ni sa musique, ni le personnage. Mais la reconnaissance dont nous sommes capables de l'individu, elle est portée par les signes extérieurs qui nous permettent de l'identifier. C'est la même chose avec la burqa. J'en ai jamais croisé. Je n'en ai jamais croisé. Mais je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est parce que, comme le dit une des chercheuses qui a travaillé sur la crise d'Hérouville, il y a une ampliation, c'est-à-dire qu'on met en série toute une série d'images, tout un ensemble d'icônes, je parle toujours d'icônes parce que ça finit par avoir un statut d'intouchable, qui fonctionnent en soi et qui instaure ce que j'appelle un paradigme de la visibilité qu'on pourrait définir sur la base de la notion de capital de visibilité. Nous sommes tous différemment dotés de capitaux de visibilité. Je suis connue maintenant de vous tous parce que ça fait 30 minutes, bientôt, que vous m'écoutez. Vous n'aviez peut-être pas tous l'idée de qui j'étais avant de me croiser ici. J'ai un capital de visibilité qui s'est tout d'un coup accru. Avec la burqa, avec le voile islamique, c'est la même chose. La capacité médiatique, la notoriété publique des individus qui les portent, s'est multipliée de manière exponentielle, indépendamment, c'est ça qui m'intéresse comme sociologue, de l'expérience directe que nous en avons. Nous n'avons pas tous une expérience de la diversité. Or, la diversité, c'est dans la première page, est une valeur ajoutée. Et quand vous entrez au Québec, on vous le dit. C'est une valeur ajoutée dont nous sommes fiers. Effectivement, j'en suis rationnellement fière, mais je n'en fais pas les preuves. Et il me semble que dans ce paradigme de la visibilité qui structure l'islamophobie au Québec, on retrouve un deuxième élément qui est important, c'est que cette saturation de l'espace public par les iconographies dominantes sur l'islam, ça rime à une injonction à la visibilité. Alors cette injonction à la visibilité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que ma collègue Elsa Dorner a appelé le grand striptease. Le citoyen doit exister comme on veut le voir, comme on voudrait qu'il soit. Alors évidemment, il y a un sens métaphorique à ce grand striptease, mais il y a un sens concret. L'exigence du dévoilement, c'est quelque chose qui participe de cette dynamique-là. C'est-à-dire que si vous voulez être reconnu comme citoyen et si vous voulez ne plus être questionné dans l'éventualité de votre objection de certaines valeurs importantes au Québec, dévoilez-vous. Justifiez-vous en vous dévoilant. Et c'est, à mon avis, quelque chose sur lequel cette injonction à la visibilité, l'injonction à la transparence de la citoyenneté, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que ce paradigme de la visibilité, il nous permet précisément de mettre le doigt sur ce qu'on appelle dans les études de la discrimination en psychologie sociale, le biais cognitif. Tout à l'heure, j'ai parlé d'ampliation, j'aime pas trop ce terme, mais c'est ce qu'utilisent les gens en communication. Moi, je préfère parler de biais cognitif. C'est-à-dire que ce serait trop facile si la discrimination, c'était simplement « Tiens, vous ne me plaisez pas, je ne veux pas de vous. » Mais c'est pas possible, ça. La loi nous interdit de faire ça. Mais par contre, la loi ne nous donne pas les moyens, et très peu de statistiques nous donnent les moyens de le tracer, de repérer la façon dont des biais nous incitent à exclure tel ou tel type de population. Et ce biais cognitif, il est un élément déterminant, à mon avis, de l'analyse de la question de l'islamophobie au Québec. Et la troisième et dernière partie de ces trois éléments qui sont des paradigmes, c'est ce que j'appelle le paradigme de la racialisation. Donc vous avez d'abord
l'intelligibilité, la non-intelligibilité du religieux, vous avez ensuite la question de la visibilité et ensuite la racialisation. Alors la racialisation, je trouve que c'est un terme extrêmement utile. Pourquoi? Parce que c'est un terme qui permet de décrire des processus par lesquels des significations raciales sont rattachées à des questions qu'on problématise souvent comme des problèmes sociaux, des problèmes publics, à des comportements. Le discours de l'incompatibilité entre les populations, dont M. Balibar parle dans la dernière édition de la revue dont vous parliez tout à l'heure, Elisabeth, explique à quel point thématiser en termes d'incompatibilité les valeurs des uns et des autres participe de ce qu'il appelle un schème généalogique. Un schème généalogique, ça veut dire qu'on vous ramènera toujours, quoi que vous fassiez, à qui vous êtes aux yeux de qui parle. Et celui qui parle, en l'occurrence dans l'islamophobie, c'est souvent le non-musulman. Ce schème généalogique, il fonctionne très très bien sur l'islam. Il fonctionne très très bien, de manière générale, sur la religion. On oublie, même si les valeurs québécoises nous le rappellent, on nous explique dans le petit livret que j'ai lu avec beaucoup d'attention, parce que je veux savoir où je suis, maintenant que j'ai le droit de revendiquer un certain nombre de choses, on explique dans Apprendre le Québec que le droit est primordial. Le droit est primordial et on nous détaille dans la séparation du religieux et du politique le fait que la liberté de conscience est quelque chose de chèrement acquis et de chèrement défendu. Oui, mais la liberté de conscience, c'est la liberté de croire, c'est la liberté de ne pas croire, c'est la liberté de croire différemment, et c'est la liberté aussi de changer de religion. Et puis, dans ce schème généalogique, premier élément. Deuxième élément, on sait que les appartenances religieuses, les identifications sont extrêmement fluides. Moi-même, ma fille, nous sommes dans des rapports de croyances extrêmement complexes. J'ai, moi, un lien particulier qui n'est pas le même que le sien et qui ne s'inscrit pas du tout dans la lignée de croyances de ma famille. Donc, il y a comme ça des sauts à l'intérieur d'une même génération qui participent de ce que Balibar illustre en parlant de schème généalogique. Or, sur le plan des assignations catégorielles, il est très rare de voir dans les statistiques du recensement, par exemple, possible la non-identification à qui le formulaire de recensement nous demande de ressembler. Donc les assignations catégorielles, ça part souvent de l'origine nationale, ça part souvent du nom, quand on fait des sondages, des questionnaires à plus grande échelle, et puis dans les contextes où il y a un recensement, quelquefois, on prend le soin de poser la question, ce qui était le cas dans la version longue du recensement canadien, mais ne sera plus le cas bientôt, de demander aux gens comment ils s'identifiaient. Cette question de savoir comment vous voyez-vous, comment vous sentez-vous, elle me semble être essentielle à maintenir et à réactiver si on prend au sérieux ce paradigme de la racialisation, car ça permet d'en sortir. Ça permet de laisser de nouveau aux gens qui sont concernés par les identités dont on parle, de dire qui ils sont. C'est pas hasard si en 2001, l'année où le Québec s'éveille à la réalité musulmane, le Royaume-Uni réintroduit une question religieuse. Réintroduit une question religieuse non obligatoire. Cette question religieuse vient d'être reposée dans le recensement qui a été fait en 2011 et révèle la population musulmane comme étant celle qui démographiquement se serait le plus développée parmi les populations croyantes. Donc ça veut dire que cette question religieuse, non seulement les gens se l'approprient, même si au début ils sont réfractaires, mais en plus elle produit des résultats. Elle permet de dire par exemple à combien on estime la population musulmane, ce qu'on ne peut pas véritablement faire dans les contextes où ces questions ne sont pas intégrées dans la définition des espaces nationaux, dans la définition des espaces politiques. Pourquoi j'insiste sur cette racialisation? Parce qu'il me semble qu'elle nous permet de poser la question de la race en lien avec la religion. Je fais l'hypothèse dans mes travaux récents que la religion est en train de fonctionner dans les contextes occidentaux comme une appartenance raciale. Je vous rappelle qu'une appartenance raciale, ça permet de hiérarchiser et que ça n'a rien à voir avec le biologique, on est tous d'accord là-dessus. Ça permet simplement de qualifier ou de disqualifier un certain nombre de comportements. Ça permet aussi de jauger les individus sur l'échelle de leur capacité de nous poser problème. On est rarement dans une thématisation du sujet agissant, on est toujours dans une thématisation du sujet désigné. Je vais m'arrêter là pour pouvoir vous permettre de me poser toutes les questions qui vous passent à l'esprit et je vous remercie.